Bonjour, merci Nathalie de nous accueillir aujourd'hui à la Raw Material Company dans cette magnifique exposition Mutika Patata, qui veut dire l'inachevé. L'inachevé. Donc nous sommes ici pour avoir une discussion avec Nathalie, qu'on espère achever, sur cette exposition qui a plusieurs sources, plusieurs inspirations, mais aussi qui est comme une exploration interne, intérieure, mais aussi sur plusieurs lieux, les lieux de la mémoire. Mutika Patata. C'est une parole arrêtée, une parole éteinte, une parole emmurée à coups de silence crié, la parole des morts qui bouscule les nuits, une parole ancestrale, non apaisée, qui fertilise les imaginaires de ces sédiments tus. C'est tout autant du vent et de la poussière. Des mots qui ne se contiennent plus dans l'état de crise. Saisir dans l'espace mémoire la source de mon identité, de mes identités. Saisir mon intime qui a tissé sa toile avec les fils de la multiplicité. Mon inconscient, mon imaginaire, ma mémoire, mes rêves, mon âme sont autant de soi devenus perméables, de sol devenus perméables. Les territoires et leurs habitants visibles et invisibles m'ont traversé, me traversent. Je traverse les territoires, la traversée est un de mes états d'être au monde. D'un père né à Bouillante et vivant à Pointe-Noire en Guadeloupe, un être insulaire saisi entre différents mondes au cœur des âmes non apaisées. D'une mère originaire de Pondichéry, née à Saïgon, ayant grandi au Vietnam avant de revenir en Inde, les fluides de l'histoire coloniale berça le rythme des battements de mon cœur dès la conception. Née à Bordeaux, je suis. Les ailleurs se sont écrits en moi et je me suis écrite dans ces ailleurs-là. Où se trouve ma source? Que me dit-elle? Quelles pages se sont écrites avant moi? Quelles sont celles que j'écrirai peut-être? Quel fantôme m'habite, me hante? Comment agir pour me réapproprier mon histoire? Mes morts hurlent-ils toujours? Tout est resté inachevé, longtemps, comme la poignée de la porte d'une certaine maison, celle de l'enfant, celle des hymnes, lieu soi-disant neutre, où je devrais assembler mes fils intimes et mes perles pour rentrer dans la danse du monde, sans étouffer ni suffoquer. Avec ce projet, je souhaite regarder, questionner, interroger, donner à entendre, donner à écouter, donner à voir, mettre en résonance et en partage mes territoires. En plongeant dans l'intime de mon histoire, je trouverai les fils de la grande histoire. N'est-ce pas là un des sols fertiles ou à fertiliser quand on parle de restitution? Magnifique. Merci beaucoup Nathalie. Merci Rama. Merci. Et donc, ça c'est ma famille en Inde, c'est mon arrière-grand-mère, ma grand-mère, ma maman et moi à l'âge de 18 ans en Inde. Et là-bas il y a un acte de renonciation et donc c'est ma famille. Ma famille, pour plein de raisons, était aussi au Vietnam, en Indochine. Donc ça, c'est la famille de mon grand-père en Indochine, avec mon grand-père, ma grand-mère et ma maman. Mon grand-père très jeune. Ma maman, c'est aussi parce que voilà, j'ai envie de parler de ces impacts de l'évangélisation. Voilà, à un moment, ça viendra là, puis moi, je devrais le faire aussi. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, et la famille de ma grand-mère en Indochine, ma grand-mère, donc tous ses frères et sœurs, et ma maman. Ça, c'est ma famille en Guadeloupe. Mon papa et moi, ma grand-mère, mon grand-père et mon arrière-grand-mère, sa maman. Et la transmission que mon père me faisait, parce qu'à Bordeaux, il y avait l'amicale des Antillais guyanais. Et du coup, toute petite, il me permettait d'apprendre toutes les danses traditionnelles, tous les... Voilà, il y avait une grande communauté antillaise et on se retrouvait. Ça, c'est moi à l'école, donc je vais être vraiment la seule petite fille noire. Ça, c'est le jour de mon baptême, donc communion, baptême avec tous les impacts de tout ce que cela raconte.
Bon, mes parents, leur fiançailles, voilà, je crois que là j'ai 10 ans et ma naissance. Et le jour de mes 1 an, non, de mon baptême, pardon. Mais 1 an, ma grand-mère qui est là, donc qui va trouver, en étant grand-mère, un chemin de réconciliation. Moi, à l'âge de 18 ans, c'est la même période que mon père et moi à la fin de ma communion. Donc voilà, là on a fait ça. Le marron représentant... Nathalie, pour vous présenter, ou surtout pour ne pas vous présenter, on va partir sur la biographie qui est sur le guide de l'exposition. Alors, vous êtes comédienne et directrice artistique depuis 1995. Vous produisez régulièrement sur les scènes nationales, françaises et internationales. Originaire de l'Inde et de la Guadeloupe, née à Bordeaux, vous vous êtes installée à Paris dès vos débuts pour vous former auprès de grands metteurs en scène, comme Feu Philippe Adrien, 20 ans de collaboration, Feu Sotigui Kouyaté, 20 ans de collaboration aussi, de transmission surtout, à leur côté, mais aussi auprès d'autres metteurs en scène. Vous avez interprété différents répertoires, allant de la tragédie grecque à Shakespeare, des classiques français au théâtre contemporain d'auteurs français, caribéens, africains, australiens, et vous avez continué à vous former auprès de coachs français, canadiens et américains comme Alexandre Del Peruccia, Neil Shell, Bernard Hiller, Bob McAndrew ou encore Yves Sillou Durand. En 2019, vous lisez les essais politiques de Aimé Césaire au Panthéon à la demande des nouvelles éditions Place. Vous jouez la pièce Dernier Rivage de Daniel Keane, mise en scène par Hassan Kassi Kouyaté, dont vous coproduirez la représentation dakaroise avec sa compagnie La Lune Nouvelle, fondée en 2018 à Dakar. En 2022, vous jouez la pièce de Guy Régis Junior, sur laquelle on reviendra, L'amour tel une cathédrale ensevelie aux zébirures d'automne des francophonies à Limoges et à la mythique cartoucherie de Vincennes. Pièce qui reçoit en 2023 le prix du syndicat de la critique. Dans cette même année, vous faites partie du casting du film Syrah de la réalisatrice burkinabé Apolline Traoré, meilleur film à la Berlinale, section Panorama. Et Talent d'Or au Festival 2023 et meilleur film au World Cinema Amsterdam. Vous avez reçu le Sana Award de la meilleure actrice au Kenya en 2014. Alors, quel impressionnant parcours, que dire. Mais Nathalie, pour entrer en la matière, l'inachevé Mutika Patata, je le prononce bien? Oui, c'est bien. Alors, j'ai lu dans ce guide que concernant vos identités, vous ne voulez pas être assigné à des territoires. Depuis Bordeaux, vous êtes né jusqu'à Dakar où vous vous êtes posé, en passant par Pondichéry en Inde et Bouillante en Guadeloupe, où vous puisez vos racines, sans oublier l'Indochine de votre mère ou encore l'Algérie de votre grand-mère. Vous dites, ou bien cette exposition nous dit, que votre pratique artistique creuse les territoires qui peuvent être refécondés. Parlez-nous de refécondation, parlez-nous d'inachevé. Pourquoi avoir eu ce projet de venir faire cette exposition après avoir eu une carrière internationale, après avoir travaillé au plus grand dans le monde du théâtre? Pourquoi Mutika Patata? Je pense déjà que le temps de l'existence sur Terre est un temps qui reste extrêmement furtif. On arrive, on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir, et je dirais qu'on a tous une mission, on a tous, je pense, un rendez-vous, on est venu pour quelque chose. Et j'ai adoré cette carrière de comédienne, les apprentissages que ça m'a offert auprès de tout le monde d'ailleurs. J'ai adoré dire les textes que j'ai eu à incarner, mais à un moment donné, il y avait l'appel de mes propres mots intérieurs, des choses que j'avais pu vivre, ressentir.
et qui reste extrêmement complexe puisque je suis à la croisée de plusieurs cultures. Et donc, quand on est à la croisée, quand on est au carrefour de quelque chose, on a beau aller dans les différents territoires, ces territoires ne portent pas la trace et la mémoire de ce qu'offre le carrefour et la croisée, qui est un territoire très particulier, dont on parle très peu, et on parle très peu à partir de cet endroit-là, et aussi sur cet endroit-là. Alors oui, on va dire, c'est le cas, tout le monde est métissé de quelque chose et de quelque part, avec une pluralité, mais tout d'un coup j'avais besoin de... Aussi, les caractères, les personnages sont un peu comme des masques derrière lesquels je peux très bien cacher Nathalie. Et j'avais besoin de déposer tout ça et de dire, de me dire à moi-même et de dire à mes enfants, aux générations futures, voilà, je viens de là et je suis à cet endroit. Vous dites que la peau est une mémoire. J'ai trouvé ça très beau en fait. Et concernant cette exposition, est-ce que vous pouvez nous parler, au-delà de sa genèse, de comment vous avez choisi les différents éléments qui constituent l'exposition? Alors d'un côté, on a l'album photo qui parle de votre généalogie quelque part. Nous avons aussi la représentation sonore des choses qui vous sont chères, des objets choisis. Vous avez le texte que vous avez écrit. En fait, c'est pluriforme. C'est une expérience sensorielle, autant visuelle que sonore, qui fait aussi dans l'émotion des choses que cela nous évoque. Donc, comment avez-vous fait cette composition? Parce que je crois que tout un chacun, dans notre intimité, les couches sont complexes. Où est-ce que ça se pose la mémoire de notre enfance, dans la partie qu'on va appeler nos souvenirs? De quoi est fait la texture des souvenirs? Comment ces souvenirs s'expriment-ils? Par moments, c'est la référence à la Madeleine de Proust, on a une odeur et cette odeur nous renvoie à un moment où on mange quelque chose et puis ça nous rappelle un gâteau ou un beignet que faisait notre maman. Synesthésie. Ensuite, on peut être en train de conduire, puis on écoute un morceau et on se rappelle que notre père écoutait ce morceau. Donc, ces territoires-là de la mémoire, des souvenirs, mais qui fait qu'on est qui l'on est. De la même façon qu'un enfant va mettre son doigt dans une bougie et il va se souvenir que la bougie brûle. Donc ensuite, on ne va pas remettre notre doigt. Donc on a des traces dans le corps qui nous ont permis de devenir qui nous sommes, sur la peau, dans la peau. On peut avoir une douleur et puis ça nous rappelle une vieille douleur, tant dans la partie physique que dans la partie émotionnelle. Une femme qui a eu un premier chagrin d'amour va faire en sorte, ou un homme, hein, c'est pas réservé aux femmes, va faire en sorte qu'ensuite elle va mettre des voiles de protection, avoir beaucoup plus de difficultés à faire confiance dans une prochaine relation. Donc toutes ces couches-là montrent qu'on a des couches de mémoire qui, selon, par moments peuvent être des souvenirs mémorables et heureux, et par moments sont des moments de douleur dont on essaye après de se protéger pour que ça ne se répète pas. Comme la bougie, on ne va pas aller remettre le doigt dans le feu. Et toutes ces couches-là constituent notre identité et notre être, et vont faire que tout d'un coup, on va avoir telle attitude plutôt que telle autre, selon ce qu'on aura vécu entre même le temps de gestation dans le ventre de nos mamans, et ensuite la sortie, et ensuite notre enfance, petite enfance, enfance, et on va devenir les adultes que nous sommes. Et je me suis dit, mais à quel moment on donne de la valeur à ça? On en parle, on y fait référence quand on aborde tout ce qui pourrait être du domaine thérapeutique, analytique, sociologique, anthropologique, mais dans l'intime, dans la réalité concrète, sans en faire un corpus
plus intellectuelle. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et du coup, j'ai eu besoin de me dire où sont mes mémoires, comment ça se passe, qu'est-ce qu'elles ont fait comme trace en moi, tous mes souvenirs de l'enfance. Et dans cette pluralité, puisque j'ai des souvenirs qui sont liés à Eysines, donc pas très loin de Bordeaux, et aussi dans cette créolité et aussi dans cette indianité. Alors, Mutika Patade, inachevé, parce que mes parents, ils ont construit une maison à Eysines, et pour des raisons qui leur appartiennent, ils n'arrivaient pas à finaliser la maison, à faire toutes les finitions. Et du coup, j'ai grandi dans une maison qui était inachevée. Quand j'ai voulu, j'avais conscience que j'avais des blessures, donc j'ai fait une psychanalyse très tôt, pour être dans un processus de transformation, de guérison et de prendre soin de moi. Et souvent, on me renvoyait, tiens, que mes parents avaient été dans un processus d'inachevé. Comme si ce qu'on m'avait donné, je devais, pour devenir moi, corriger ce qui avait été. Chemin faisant, des années après, je me suis dit, tiens, on se plaint souvent de ce qu'on a reçu, et je me suis beaucoup plainte. J'aurais aimé plutôt ça que ça. Et j'ai souvent dit à mes parents, j'aurais préféré ci, j'aurais préféré ne pas m'appeler Nathalie, j'aurais préféré un prénom indien. Bon, plein de choses. Quel prénom indien? Bon, j'aimais beaucoup Anjali, quand j'étais plus jeune. Et en fait, j'allais dire que je l'ai donné à ma fille. Ah. Une de mes filles, là, comme second prénom. Mais en fait, est-ce que alors, je vais parler pour moi. Est-ce que la façon dont mes parents ont construit leur existence et par ricochet celle de mon frère et de moi, c'est pas ce qu'ils pouvaient faire. Et donc, est-ce que l'inachevé n'est pas mon vrai héritage? Dans cette famille-là, c'est ça que j'ai reçu. Le fait qu'on ne sache pas finir et que les filles. Et ensuite, en creusant, est-ce que quand on vient d'histoires aussi traumatiques que la colonisation du côté de l'esclavage, est-ce qu'on a appris à achever quelque chose? Est-ce qu'on n'est pas suspendu dans des entre-deux? Et voilà, c'est comme ça que j'ai parlé de tout ça. C'est magnifique, vous en parlez si bien. Vous dites, où se trouve ma source? Que me dit-elle? Quelles pages se sont écrites avant moi? Quelles sont celles que j'écrirai peut-être? Quel fantôme m'habite, me hante? Comment agir pour me réapproprier mon histoire? Mes morts hurlent-ils toujours? Tout est resté inachevé longtemps, comme la poignée de la porte d'une certaine maison, celle de l'enfance, celle des îles, lieu soi-disant neutre où je devais assembler mes fils intimes et mes perles pour rentrer dans la danse du monde, sans étouffer ni suffoquer. Avec ce projet, je souhaite regarder, questionner, interroger, donner à entendre, donner à écouter, donner à voir, mettre en résonance et en partage mes territoires. En plongeant dans l'intime de mon histoire, je trouverai les fils de la grande histoire. N'est-ce pas là l'un des sols fertiles ou à fertiliser quand on parle de restitution? Alors, d'inachevé, n'êtes-vous pas en train de restituer votre part, après avoir tant donné au théâtre, à d'autres personnages, à d'autres histoires, à d'autres possibles? Est-ce que cette exposition est quelque part votre manière de vous achever? Alors, aujourd'hui, je dirais que je ne crois pas qu'on achève. Si tant est que je m'en approche, je pense que ça correspondra à mon dernier souffle de vie. Chemin faisant, au contraire, je pense que j'accepte l'inachevé. Avant, j'allais contre ça. Et donc, on développe des attitudes et des comportements qui font partie d'une forme de résistance pour se construire. Mais on reste, en tout cas moi je suis restée très incomplète.
sans le savoir, c'est pas forcément conscient, mais avec du recul, c'est ce qui s'est passé. Pour moi, cette étape-là chez Rond Matériel, c'est une étape de Moutikapata 2. J'espère que Moutikapata 2 va voyager, mais en voyageant, qu'il va se construire, s'épurer, devenir autre, se transformer. Parce que je pense que la couche des non-dits et la couche des choses que mes parents... En plus, ça appartient à toutes les générations, même ici, lors d'un des talks qu'on a partagé, j'avais envie d'inviter une dame qui a 80 ans et qui est sénégalaise, parce que je l'aime beaucoup, c'est comme une maman. Et puis elle a dit non, parce qu'elle disait que même à ses propres enfants, elle ne raconte pas tout ce qu'elle me raconte. Et elle me disait aussi qu'elle ne peut pas parler de tout ça en fait. Donc on est à des endroits de génération où si on ne va pas les titiller, les chercher, creuser derrière eux, nos parents peuvent partir sans pas beaucoup dire ou pas raconter. Donc moi je vois mes parents, mon père à 83 et ma maman à 81. C'est encore, et j'ai la chance, vraiment la chance qu'ils soient vivants et que je fasse ce projet de leur vivant. Et pendant le processus de ce projet, c'était, j'ai eu l'impression d'être une accoucheuse en permanence, quoi, H24, pour aller chercher des informations, leur faire me raconter des histoires. Et je suis allée dans leur pays respectif et en Guadeloupe en marchant avec mon père. C'est pour ça qu'on entend dans l'espace, j'ai enregistré, parce qu'en marchant, il me disait tiens, là il s'est passé ça, et là il s'est passé ça, et donc j'ai l'impression que, et puis je commence à aimer l'inachevé. J'en ai beaucoup eu honte quand j'étais jeune, parce que le fait que les finitions soient pas faites, quand j'allais dans la maison des amis, tout était parfait, et puis chez nous il y avait cette part d'imperfection totale. Donc ça crée de la honte. Comment on se construit avec la honte, surtout en étant cette petite fille noire. Donc la honte est stigmatisée à une famille et une couleur de peau à ce moment-là. Donc j'avais honte de l'inachevé, des choses qui se... Mais aujourd'hui, je trouve ça profondément beau d'accepter que il ne pouvait pas faire autrement, et que ça raconte vraiment quelque chose de l'histoire intime, mais comme je le dis, la grande histoire aussi. Est-ce au terme du voyage que vous avez entrepris, j'ai envie de dire que c'est un voyage de soi à soi-même en fait. Vous êtes parti de vous à vous-même. Vous avez d'abord accouché de vous-même avant d'accoucher ou de chercher à faire accoucher d'autres, vos proches, de leurs histoires respectives, d'une manière ou d'une autre, disons. Est-ce que par moment, est-ce qu'il a été difficile ou facile? Forcément, ça a réveillé des émotions, mais je veux dire, quelle part de pédagogie, là, vous avez parlé d'accepter l'inachevé, l'acceptation, en fait, comme legs, mais aussi comme transmission, parce que vous êtes en train de transmettre toutes les personnes qui sont ici réunies, qui ont discuté, que ce soit de healing, comme notre samedi, ou qui ont discuté de thèmes et d'autres, sont réunis parce que Lise y avait invité. En faisant cela, qu'est-ce que vous cherchez à faire? Est-ce un exercice facile? Parce que vous vous mettez à nu quand même devant toutes ces personnes connues, inconnues, à connaître, et vous leur transmettez quelque chose. Est-ce que l'idée que vous en aviez en ayant ce projet, est-ce que vous avez atteint cet objectif, ou est-ce que cela vous a amené ailleurs, plus loin que ça? Des fois, on a une nécessité pour soi-même, effectivement. C'était important pour moi, comme une étape dans l'accouchement de moi-même, une étape dans ma construction de femme,
c'était important de dire la vérité, de dire qui je suis. Parce que quand on peut me voir sur scène, on projette et on imagine ce que l'on fait de ma vie. Il y avait aussi le fait, alors ça vient évidemment en étant inspiré par le geste théâtral de jouer quelqu'un d'autre que soi, même si dans la mesure du possible j'essaye d'incarner plutôt que de jouer, mais en fait c'était aussi de dire, et si on déposait les masques? On peut avoir dans notre environnement familial, amical, professionnel, tout un tas de personnes dont on va juger le comportement. Qu'est-ce qui nous anime derrière? Qu'est-ce qui fait que cette personne a ce comportement-là, quand on n'est pas dans des comportements d'horreur et condamnables juridiquement? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est hautaine? Qu'est-ce qui fait? Et généralement, on se protège de quelque chose. Donc c'était aussi, en tant que femme, se dire, arrêtons de faire semblant et faisons humanité différemment. C'est-à-dire, tant qu'on va mettre des protections, des barrières, je dois me protéger parce que je ne vous connais pas, je sais pas si, et que je ne m'ouvre pas, j'ai l'impression qu'on répète des histoires, on répète des stigmas au lieu de se laisser simplement voir tel que nous sommes. Et que si on accepte petit à petit, on va s'apercevoir qu'on n'a pas au même endroit, mais quand même les mêmes douleurs, des mêmes peurs, des mêmes tristesses, plus ou moins. Alors, le process a été douloureux parce que ça faisait, enfin, j'avais jamais pris le temps comme ça d'écouter à ce point-là le chemin de mes parents. Et que j'ai été bouleversée, touchée, j'ai eu envie de les aider tellement à... J'aurais tellement aimé... Je n'ai pas connu tout ce qu'ils ont connu dans leur enfance et qui ont fait qu'ils sont les parents qu'ils ont été. Donc ça, c'était une chose. Ensuite, ce qui a été bouleversant pour moi et qui a dépassé mes souhaits, c'est que quand il y a eu le vernissage le 10 novembre avec la performance, que c'était plein, ensuite j'ai eu une quinzaine de témoignages de personnes qui se sont mis en lien avec leur famille, avec leur histoire, avec leur maman biologique parce qu'ils avaient été élevés par leur maman, avec un père avec lequel ils étaient en conflit parce qu'il n'avait pas validé tel mariage ou tel étude. Ou avec, et dans les personnes qui ont témoigné, on n'était pas à un endroit d'identité cantonnée à une couleur de peau ou à une culture. Ça a touché plus l'humanité de plusieurs personnes. Et ça a remis beaucoup de personnes avec qu'est-ce que je fais avec mon histoire, comment je la vis, comment je me l'approprie, et de quoi suis-je dépositaire et comment je peux refaire le lien, me réconcilier. Donc ça, c'est la partie qui m'a dépassée et qui m'a rendue très émue, très heureuse. La première fois qu'une personne m'a appelée pour me raconter ce que ça avait déclenché, je me suis dit, si j'ai fait tout ça que pour ça, alors j'ai accompli ma mission d'artiste. Votre mission d'artiste, précisée. Comme si de tous les rôles que vous avez joués, incarnés, pour utiliser votre terme, c'est celui-là peut-être qui était le plus difficile. Il était le plus difficile. Oui, bien sûr, il était le plus difficile parce que, comme toute personne, quand on a des douleurs, on développe malgré nous des stratégies, des formes qui peuvent être des résiliences. C'est aussi des mécanismes de survie pour ne pas s'effondrer et ne pas partir avec le flot, mais qui ont fait de moi, par moment, une personne avec des comportements qu'on ne pouvait pas comprendre, comme mettre tout le monde à distance pour ne pas ressouffrir, ou un comportement qui pouvait être lu selon qui part de l'orgueil, une façon d'être hautaine. Et faire le choix de dire je dépose tout ça,
je reste là en toute simplicité. Ça, je l'ai pas eu, mais enfin, il y a beaucoup. On peut faire et agir d'une façon à se donner l'air pour montrer qu'on est quelqu'un comme ça. Mais quand on agit comme ça, c'est bien qu'on est en train de lutter avec le fait que peut-être on ne serait pas quelqu'un et qu'on ait besoin de définir et de crier notre existence. Moi, j'avais envie de dire qu'on est tous quelqu'un, quelles que soient nos histoires. Et c'est ce qui fait notre humanité. C'est aussi une façon de... Je crois que, vu comment le monde va mal, il est déjà petit à petit, les uns avec les autres, je pense qu'on apprenne à tisser différemment, à se rencontrer différemment, à se laisser rencontrer finalement. À se laisser rencontrer. Ouais. Oui, parce qu'on met beaucoup dans nos jeunes années, on met beaucoup de protection, on met beaucoup de distance entre nous et les autres. Et puis quand on rencontre quelqu'un que ça ne s'est pas passé comme on l'aurait souhaité, tout à coup on a l'impression d'avoir été trahi, qu'on va devoir encore renforcer la couche. Là, c'est de se dire, oui, je me mets à nu, mais je risque pas grand-chose. Je risque pas grand-chose. Je risque tout, en réalité. Je risque de me trouver, et c'est le plus important. Ouais. Je risque d'être moi-même. Oui, c'est ça. Et c'est tellement... Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de cynique à vouloir être toutes les personnes du monde ce soir. Je trouve qu'il y a quelque chose de cynique quand même, de profondément douloureux aussi à voir. De voir toutes ces postures, les masques, tous ces masques qu'on met pour paraître. Et, alors qu'un investissement à être peut-être serait tellement plus fructueux, même surtout à être vulnérable. Ce que vous avez fait, je trouve que c'est courageux d'être vulnérable. C'est courageux d'être vulnérable. On ne réalise pas. Parfois, on a cette expression qui veut juger, qui veut dire que vous êtes faible en étant vulnérable. Alors que non. Je trouve que dans un monde où il y a tellement de masques, de faux semblants, il est courageux d'être soi-même. Je pense que la vulnérabilité est belle. Il aura fallu tout un chemin de vie pour trouver la vulnérabilité très belle. Je pense qu'on est derrière tous vulnérables. Même quand on monte sur ses grands chevaux, finalement, on ne sait pas. On n'a pas toutes les réponses. Quand je regarde les gens s'agiter, c'est vraiment de l'agitation et on s'accroche à quoi. De toute façon, on quittera tous un jour la Terre, on ne va pas emmener grand-chose avec nous. Voilà, ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi mon âge qui fait que tout d'un coup, les années précédentes m'ont donné des expériences de vie, professionnelles, humaines, intimes, personnelles, familiales, tout ce qu'on voudra. À un moment donné, il va de notre responsabilité de choisir en fait chaque seconde, qu'on le veuille ou non, on fait un choix. J'ai fait le choix de me déplacer ce matin pour vous rencontrer. Vous avez fait un choix identique puisqu'on peut être ensemble. Est-ce que ce choix doit être fait de mascarade? Je ne crois pas. Et donc voilà, et comme dans une journée on ne fait que des choix, on interagit, parce qu'on n'est pas tous sur des îles désertes, on interagit en faisant nos courses, en étant sur la route pour nous déplacer d'un point. On interagit avec d'autres êtres humains. Exactement. Et donc, qu'est-ce que je souhaite faire de ces interactions-là, sachant que si elle n'est pas vécue consciemment, dans vouloir le meilleur de ces moments-là, alors c'est du temps perdu, c'est du temps non utilisé à collaborer à une autre forme d'humanité. Et parce que je crois qu'il est grand temps d'avoir une autre forme d'échange d'humanité. Et c'est magnifique la manière dont Philly et Delphine le disent dans l'introduction. Ils disent que votre pratique creuse les territoires qui peuvent être refécondés. Je reviens à ça. Vous questionnez cette possibilité de s'appuyer sur les cicatrices, pas
sur les pieds, sur les cicatrices, pour aller chercher la vie, se souvenir des histoires anciennes pour en planter de nouvelles, inédites, et trouver un sens, une nouvelle vie. Et c'est de cette aspiration à l'appartenance au monde que naît une constellation de récits aux multiples facettes. Vous avez été une figure centrale, disons, du théâtre. Et quand vous dites que de nouveaux récits avec de multiples facettes peuvent naître, qu'est-ce que cela vous évoque? Est-ce que d'habiter les différents mondes que vous habitez, aussi bien géographique, spirituel, qu'émotionnel, et le temps où vous êtes maintenant, le lieu depuis lequel vous parlez, Dakar, le Sénégal, qu'est-ce que ça change à votre pratique de manière générale, pas seulement artistique? Tout à l'heure, vous avez dit votre regard d'artiste a changé, alors que ce regard-là n'a pas changé par rapport à un rôle qu'on vous a donné, mais ce rôle-là que vous avez décidé d'incarner enfin pour faire tomber les masques. Donc, qu'est-ce qu'aujourd'hui, si vous deviez retourner à la pratique artistique, après, plus tard peut-être, qu'est-ce qu'il peut advenir? Je crois que l'écriture va bouger complètement. L'écriture, d'abord, je suis heureuse à cet endroit-là. Je crois que la forme, et j'ai beaucoup de gratitude en même temps d'être passée par où je suis passée, et la forme de jeu de l'acteur tel que je l'ai vécu, pratiqué jusqu'à présent, est une forme de théâtre pensée par le Nord. Exactement. Donc, en l'occurrence pour moi la France, c'est-à-dire, et pas que les États-Unis, mais c'est-à-dire il y a une forme de jeu, d'interprétation du personnage. Et quand on souhaiterait être acteur, c'est cette forme-là qu'il faudrait utiliser pour être reconnu en tant que tel, pour savoir avoir une bonne diction, avoir une gestuelle, enfin une forme d'incarnation. Or, depuis toujours, je crois que quand on a des ailleurs comme origine, manifestes dans nos couleurs de peau ou pas forcément manifestes, on a des ailleurs, on est porteur de mémoires qui se sont vécues autres. Donc, à un moment donné, j'ai fait anthropologie théâtrale et dans ce temps-là, j'ai pu voir que du théâtre no au Japon à Sotigi Kouyaté m'avait amené à regarder les formes de cerf qu'on peut trouver chez les Laurent. Enfin, il y a d'autres formes. Yves Durand, que vous avez cité plus tôt, pratique un théâtre inuit au Canada. Donc, on a, si on prend juste le continent, d'autres formes d'expression qui sont souvent liées à des rituels, à des façons d'investir le vivant, de vouloir participer, si on prend le à des formes de guérison et à des communications entre le visible et l'invisible. Mais aussi, c'était là dans le théâtre grec à l'origine. Donc, pour moi, une fois que je suis arrivée à Dakar, et particulièrement grâce au Biennale et aux artistes d'art contemporain venant de Dakar et de la sous-région, est devenue vraiment... j'ai été saisie d'une urgence à faire des traversées, à me laisser traverser, à me sentir traverser entre tous ces mondes-là. Alors les gens ont mis le mot performance, je crois que maintenant je vais militer pour qu'on le retire, en tout cas en ce qui me concerne, la pratique, parce que on est porteur de façon d'écouter les signes, d'écouter les mémoires, même ici. Quand on dit Inch'Allah, ici, on le pense vraiment. Exactement. C'est vraiment que, à demain, Inch'Allah, mais c'est vraiment s'il plaît à Dieu, donc s'il plaît à quelque chose de plus grand que nous. Et dans ma pratique artistique, maintenant, j'ai envie de ne pas être clivée, de ne pas être séparée de nos ailleurs et de la forme dont nos imaginaires sont habités. Et les petits gestes, c'est peut-être pas les mêmes, il y a quand même des territoires communs entre les petits gestes que faisait ma grand-mère, des petits gestes que je peux voir des grands-mères faire, des façons d'être béni quand on part en voyage, des façons, quand on nous dit au revoir, on ne nous dit pas simplement au revoir.
on nous bénit. On part avec, oui, on part avec la protection des siens, de la lignée, de la famille. On bénit la nourriture d'une manière, on la partage. On ne garde pas notre assiette que pour nous. On fait pot commun. Bon, il y a plein de petites couches et je crois que c'est pour avoir la chance de évidemment connaître la Caraïbe, particulièrement la Guadeloupe, pour connaître le sud de l'Inde et pour connaître particulièrement Dakar, mais aussi pas mal l'Afrique de l'Ouest. Je vois que ce sont des valeurs communes et que je crois qu'aujourd'hui, en tout cas j'ai engagé que moi, ma responsabilité d'artiste, c'est de faire que ces valeurs-là, qui sont essentielles à l'humanité, et que nous, on a encore su protéger, puissent venir influencer, dessiner, orienter ma pratique artistique. Comment? Ça se fait chemin faisant, ça va se faire chemin faisant. Pourquoi je dis artiste? Parce que habiter l'espace de raw matériel comme ça, utiliser des objets différemment, les penser différemment, déplacer le mot à d'autres endroits que tout ça, c'est... Et puis voilà, toutes ces traversées que j'ai pu faire dans l'art contemporain vont avoir avec une entité artistique et pas simplement Nathalie comédienne. Voilà, je me sens plus large que cette étape qui a été fondamentale dans ma formation. Oui, cette étape d'actrice. Ce que vous dites est tellement beau. J'ai envie de vous écouter parler toute la journée. Voilà, ça répond en même temps, ou ça fait écho à des choses que moi-même je suis en train d'explorer, et je suis sûre que d'autres personnes ici, si elles nous écoutent aussi, diront la même chose. Alors, je vous entends parler d'épistémologie, d'autres manières de connaître. Que souvent, en tout cas, que ce soit dans le théâtre, au cinéma ou dans la littérature, constituent comme faisant partie d'ailleurs. Et pourtant, ces pratiques-là ou ces manières de faire monde, ces manières de savoir, je pense, ont une prétention universelle. C'est pas le lieu de location, la location géographique ne nous définit pas. Mais dans le même temps, vous utilisez un mot qui est revenu plusieurs fois, de traverser, qui me parle, car je trouve, je ne sais pas si vous connaissez Khadisila, qui était une réalisatrice, mais aussi écrivaine, qui, dans Une fenêtre ouverte, parle de questions de santé mentale, en fait. Et je trouve, lorsqu'on parle de traversée, je pense que c'est une forme ultime de connaissance. Ce que certaines personnes jugent comme étant une crise de santé mentale peuvent être d'autres formes supérieures de connaissance. Donc une traversée de ce monde-là, tangible, du connaissable ou du sensible, à un autre monde que seules les personnes qui ont une peut-être sensibilité plus aiguë peuvent atteindre. Donc un état de connaissance suprême. Donc quand vous parlez de traversée, moi ça me parle et j'ai envie de voir comment ces pratiques artistiques que l'on juge venir d'ailleurs peuvent en réalité enrichir d'autres manières cloisonnées, narrow, de connaître et de savoir et de faire monde. Donc désolée pour cette digression, mais non, le concept déracinement, je pense que c'est pas tant une digression, car lorsque Édouard Glissant, qui parlait au sujet de Saint John Perse, parlait d'errance enracinée. Et il y a ce chapitre magnifique de Chris Cyril qui en parle. Comment est-ce que le déracinement traverse cette exposition? Comment est-ce une autre manière? Je ne vais pas parler de la figure du marron, mais j'ai même envie de vous parler de cette figure du marron, d'évader les formes, les prisons imaginaires ou réelles, qu'on nous dit que nos trajectoires toutes tracées doivent
nous encercler quoi, dans certaines choses. Vous en parlez lorsque vous parlez de dénommer. Dénommer comme délimiter, dénommer comme cloisonner. Donc l'éracinement et cette exposition. Alors, je ne sais pas si je vais répondre vraiment à l'éracinement parce que c'est vraiment un terme choisi, créé par Chris Cyril. Ce que, prenons tout l'ensemble de ce que vous partagez, il y a dans l'ADN, dans nos cellules, alors particulièrement pour des personnes comme moi dont le papa viendrait de la Caraïbe, de la résistance. Ça veut dire que l'esclave qui a été choisi sur le continent, dans laquelle du bateau, il n'est pas mort. Ça veut dire que parmi tout ce qu'il a souffert dans la plantation, il n'est pas mort. Que l'esclave femme qui travaillait dans la plantation et qui a permis une union, qui va donner mon arrière-arrière-grand-père, tous ces gens-là ne sont pas morts pour que je puisse exister. Sinon, de cette lignée-là, et pour moi, faire corps avec ces mémoires-là, alors j'ai cru longtemps qu'il fallait honorer ou reconnaître ou se rattacher à. Aujourd'hui, par tous les textes et les contributions, il y a un territoire, enfin il y a un territoire dans ma mémoire, dans mon identité, dans ma façon d'être, ma personnalité, qui font que ces chemins-là, ces trajectoires-là me touchent dans ma sensibilité. Peut-être quelqu'un d'autre est touché par autre chose. Et pour moi, prendre corps et prendre territoire, c'est reconnaître que ces situations-là, en tous les cas, ces chemins-là, cette sensibilité-là, le fait que je vais préférer cette couleur que celle-là, sont agissantes en moi. Et de leur donner une valeur. Et donc, en prenant l'ensemble et en posant moi-même une valeur sur ce qui nous anime, qui nous effleure, on a des idées par moment, on voudrait faire ça, vous auriez pu rencontrer des personnes, tout à l'heure je vous ai demandé depuis quand vous faites ça, et vous l'avez renvoyé à ce temps de vos études, vous pouviez complètement rencontrer des personnes qui vous touchaient et garder ces rencontres pour vous. Exactement. Tout de suite, et assez jeune, vous vous êtes dit, on met ça en partage. Et quand vous allez vous équiper, vous allez investir, vous allez décider de donner de la valeur et de votre temps à ce mot partage, à ce mot... donc c'est une autre forme d'écriture, c'est une autre forme de faire trace, c'est une autre forme d'ensemencer demain, parce que quand on a des capsules comme ça, ben, elles restent. Elles vous poursuivront, vous ne serez plus là et elles seront toujours là. Et donc, on a tous et c'est bien, on a tous des qualités différentes. Et Racinant, pourquoi j'y réponds pas complètement, c'est parce que Chris Cyril, quand il a écrit le texte, il a ouvert une porte en moi. Il a ouvert une porte, et c'est ça la richesse des contributions, c'est que avant de recevoir son texte, je ne l'avais pas pensé comme ça. Je l'avais encore pensé comme si j'étais en errance. Et qu'il y aurait un moment où je me réveillerais un matin et je ne serais plus en errance. Le misant sur la maturité. Ou sur l'âge, acceptant que le temps peut faire les choses. Et puis en recevant le texte de Chris Cyril, voilà, c'est ça, c'est les rencontres, ça a tout chamboulé. Et je me suis dit, en
fait, est-ce qu'il y a véritablement une errance, ou est-ce que c'est nous-mêmes qui nous mettons en situation d'errance? Donc, je me sais. Et est-ce que cette errance-là n'est pas un nouveau territoire dans l'imaginaire qui devient cet déracinement? Et j'ai encore besoin de temps pour vivre avec son texte et trouver mes propres réponses à ça. Merci beaucoup. Et le texte de Kamala, alors, mon ancienne prof à Sciences Po Bordeaux, elle a supervisé mon mémoire qui portait sur genre et développement humain au Sénégal, en Inde et en Chine. Elle arrive bientôt. Ah bon? Elle arrive le 3 janvier. Il me fera plaisir de reprendre contact avec elle. Alors, le texte, je l'ai écrit et après je suis partie à l'île Maurice où j'ai fait mon stage en fin d'année pendant 6 mois. Donc, la majorité des thématiques dont vous parlez, déracinement, l'île Maurice comme l'Afrique du Sud qu'on appelle nation arc-en-ciel aussi. Je pense que ce texte, cette exposition aussi, j'espère la voir comme une exposition, une traveling exhibition, qui serait aussi bien exposée ici qu'à Bordeaux, qui travaille sur ça. À Pondichéry. Elle est prise, c'est sûr, à Pondichéry. Ah, ça me fait plaisir, ça me fait énormément plaisir. Moi aussi. Parce que je pense que ça peut faire écho à peut-être beaucoup d'autres histoires là-bas. À Pondichéry, à Bordeaux. Oui, je crois qu'en tous les cas, je prends la circulation. Je suis issue de la circulation. Sans la circulation, je n'existerais pas. Donc j'y crois. Kamala, c'est un coup de cœur, quoi. C'est vraiment une rencontre. J'ai beaucoup souffert quand j'étais plus jeune en Inde parce que j'ai pris les cheveux de mon père et j'étais beaucoup rejetée en Inde. Donc quand j'y étais là, en résidence, c'est vrai qu'à un moment, Kamala est venue vers moi et j'étais très, très, très touchée par... elle était en sari et je me suis dit, tiens, il y a une femme indienne qui s'approche de moi, qui me demande qui je suis, qui m'invite à participer à des choses qu'elle fait, qui m'a invitée à déjeuner chez elle. Et ensuite, chemin faisant, en discutant, on s'est aperçu qu'on avait énormément de liens communs jusqu'à des liens familiaux. Wow. Et donc, j'étais touchée par la rencontre, je suis touchée par le chemin de la femme, vraiment, et professionnellement, mais surtout aussi la sensibilité de cette dame. Je trouve que c'est une très grande dame. Et du coup, c'était important pour moi qu'elle rejoigne. Alors, je l'ai rencontrée tardivement par rapport au projet, mais c'était important. Et son regard sur Pondichéry, sa façon d'habiter et de questionner tous les sens qu'on peut questionner autour de indianité, non-indianité et indianité française, parce que Pondichéry c'est quand même une histoire particulière. Renvoyer dans nos échanges et aussi dans son texte à des choses que j'ai pu voir. Parce que venir d'une famille qui a fait le choix de la renonciation, c'est pas pareil que venir d'une famille qui aurait fait le choix de la non-renonciation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ma lignée, du côté indien, quelqu'un a imaginé qu'être français était plus important que tout et que ça pouvait sauver tout le monde. Mais ensuite, de là, de génération en génération, des dits et des non-dits, dans l'imaginaire et dans le réel, des choses sont transmises. La politique de la renonciation, est-ce que l'Inde aussi exige d'une personne qui souhaite prendre une autre nationalité? Est-ce la France seulement? Est-ce que l'Inde aussi? Alors ça, je pense pas que ce soit actuel aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui on peut avoir la binationalité. C'est vraiment dans les années 1800, il y a eu cette proposition, mais qui est d'une violence sans nom. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui m'avait touchée un jour,
Felwine faisait un concert au Jolof et Felwine Sarr et il m'a invité à dire des textes d'Aïch, un de ses livres. Et à la fin, ouais, moi aussi je l'aime beaucoup. Et à la fin, il y avait les musiciens et Felwine les présentait et il disait fils de, fils de, fils de, fils de, fils de. Et il arrivait comme ça à remonter sur 10-12 générations. Et en ce qui me concerne, il a dit Nathalie Vérac. Et puis voilà, on a tous pris un verre, je suis partie, mais je tenais mon cœur. Et arrivée dans ma voiture, je me suis mise à pleurer, à m'effondrer en larmes, en me disant c'est donc ça en fait. Alors, certes, j'aurais pu vous donner les grands-parents, les arrière-grands-parents, mais ça m'a renvoyé à une autre violence de l'histoire. C'est-à-dire quand les histoires sont coupées dans le temps par la colonisation. Vérac, c'est un colon qui a donné ce nom-là à un esclave. Nathalie, c'est parce que tout d'un coup, il fallait être plus français que les Français pour être assimilé. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a la renonciation, on a sur la génération de mes parents, de ma maman, l'envie de faire que les enfants vont être plus français que les Français. Donc, est-ce que moi, mon âme, mon cœur, la petite fille que j'étais sur les photos, si on l'avait laissé grandir, après c'est mon histoire, on ne peut pas contrôler, moi je suis très heureuse de ce que je suis aujourd'hui, mais si les choses avaient été différemment, et je sais avec des si et des si on ferait un château, et quand même il y a quelque chose qui fait que comme si un cours d'eau pouvait partir par là et puis tourner des trucs et on influence la trajectoire, voilà. Et du coup, il va y avoir un temps, alors il y a des gens qui arrivent à épouser cette forme-là, et c'est comme les lits d'eau, il y a des rivières qui arrivent à rester dans le nouveau cours qu'on leur a dessiné, et puis il y a des débordements. Et moi, j'ai eu l'impression que mon âme était dans le débordement en permanence, c'est-à-dire mon imagination depuis l'école maternelle, elle est trop créative. J'invente, je parle à des mondes qui a priori soi-disant n'existeraient pas. Ma zone immatérielle était beaucoup plus féconde que ma réalité concrète. Et donc, pendant un temps, on va essayer d'ajuster au maximum parce qu'on a bien compris que le monde fonctionne comme ça et qu'il faut rentrer dans ce rail. Et puis ça continue de déborder encore plus. Et à un moment donné, eh ben, on est obligé de se dire... qui suis-je? De quoi suis-je faite? Dois-je continuer à me faire violence pour rentrer dans la danse des autres? Ou dois-je accepter que je suis traversée? Et puis je viens d'un papa qui est traversé, qui fait le choix, donc la petite tuile qui est dans l'exposition, c'est la maison où il vit, qui a fait le choix de se retirer dans un endroit... on dirait habité, et du coup il est dans un entre-deux mondes, en train de parler par moments ici, puis des moments où on ne sait pas où il part. Et est-ce que ça raconte pas aussi en fait toutes nos formes, j'allais dire traumatismes, mais je suis pas sûre que ce soit que des traumatismes, je dirais toutes nos formes d'héritage. On a des héritages matériels et puis des héritages immatériels. Et ceux-là, comment on fait corps à eux, comment on les reçoit, comment on prend possession d'eux, qu'est-ce qu'ils viennent chambouler en nous, sachant qu'on est dans un monde où la majorité se voudrait très rationnelle. Cartésien. Cartésien. Oui. Merci beaucoup Nathalie Merci à moi. Pour cette belle conversation. Si tu devais te nommer toi-même, on a parlé de se dénommer, d'être, de qui on est, d'identité pendant tout au long de cette conversation. Alors, qui est Nathalie Vérac? Le mot de la fin. Je crois que je sais pas.
Et c'est ça qui est bien. J'espère continuer à découvrir qui je suis, de quoi suis-je faite. En plus, je pense que par nature, on est en évolution. Il y a des choses qu'on aimait, qu'on n'aime plus, des choses qu'on a choisies, qu'on ne choisit plus, parce que le processus de l'évolution de notre être. Et je crois qu'aujourd'hui, mon bonheur, c'est justement d'être heureuse de ça, de ne pas chercher à me figer quelque part dans le marbre et à aussi ne pas laisser les autres me figer quelque part. Je crois que le simple fait qu'on ait passé ce temps-là ensemble dans une belle sincérité, en tous les cas, moi je vais en sortir différente, donc forcément la Nathalie qui arrive tout à l'heure, celle qui va te quitter ne sera pas la même. Et donc cette porosité m'intéresse, me plaît aujourd'hui et je me sens même plus en sécurité maintenant dans cette porosité-là qui fait qu'on est tout le temps dans un mouvement et en mouvance, plutôt que dans des positions fermées, définies, nommées, certitudes, qui j'aurais l'impression de m'enfermer dans quelque chose alors que le vivant nous montre que tant que c'est vivant, ça bouge. C'est magnifique. Donc l'inachevé, Moutika Patata, et l'innommé aussi, comme possibilité. C'est qu'ils ne vont pas simplement leur dire si vous voulez, au lieu d'avoir un passeport indien, vous avez un passeport français. Si vous voulez être français, vous renoncez à votre nom et à votre identité. C'est vraiment écrit, il renoncer d'une matière définitive et irrévocable au statut personnel en tendant à accepter toutes les conséquences de cette renonciation. Et donc, ma famille s'appelait Maria Dassou et ils vont s'appeler Saint-Narcisse, qui est le nom de jeune fille de ma maman. Et dans le petit livre, il y a quelque chose de très intéressant, je ne sais plus où c'est, mais je vais le trouver, qui est très très intéressant, c'est que, voilà là, c'est que, en fait, donc le nom d'origine de ma famille, c'est Maria Dassou, ils vont devenir Saint-Narcisse, ça c'est mon arrière-grand-père, donc mon arrière-arrière-grand-père, pour pas perdre le nom, a mis Maria Dassou comme prénom, et Saint-Narcisse comme si on cherchait à faire trace et mémoire de quelque chose. Ça, c'est la carte telle que nous, on la connaît, mais qui est une carte voilà, de 1878 pensée par la colonisation française. L'Afrique n'est pas comme ça. Voilà, en fait, c'est vraiment en fonction de leur territoire, ils se sont mis au centre du monde. Et du coup, voilà, c'était vraiment dire que là vient ma créolisation, mon indianité, je suis née ici, j'ai pu m'enraciner et commencer mon chemin ici au Sénégal. Et voilà, ce sont des traversées, ils ont traversé, j'ai traversé, j'espère que nous traverserons, et c'est un peu la carte de mon... Ça, c'est toutes les archives qu'on va pouvoir, ou quand on cherche le nom. Ça, c'est la fin de l'esclavage, de la colonisation en même temps. Donc ça, c'est mon arrière-grand-père, Berak Etienne, va devoir quand même continuer de remettre une partie, donc la fin de la culture du café. Ils sont soi-disant libres, mais ils continuent de remettre une grosse partie aux colonies de la Guadeloupe et de leur dépendance. Et donc là, voilà, c'est quand ils faisaient tout un chemin par rapport à la renonciation, ils continuaient de dire engagez-vous dans les troupes coloniales. Donc moi, ce que j'ai écrit, vous leur avez demandé de renoncer à leur identité, à leur nom, vous les avez convertis. Vous ne saviez pas que l'arrière petite-fille vous dénoncerait, voilà. Ensuite, moi, je collecte énormément d'indigo traditionnel depuis des années. J'achète, dès que je vois que ça c'est à moi, tout ça, mais je vais l'expliquer. Dès que je trouve de l'indigo, vraiment, donc du coton traditionnel, je l'achète. Le madras de Guadeloupe. Ce qui est intéressant avec bon voilà, c'est des objets qui viennent de l'Inde que j'ai personnellement. Ces chaînes-là, donc en Inde on porte des polseux, donc voilà, ce sont les chaînes que j'ai offertes. Et celles-là, elles m'ont été offertes vers l'âge de 10 ans par ma grand-mère, sont celles de mon arrière-grand-mère. Et ce qui était donc moi je les ai portées, c'est un cadeau extrêmement précieux. Et quand je les ai portées, à un moment donné, ma famille de Guadeloupe est venue, ma grand-mère et une tante,
et elles m'ont dit mais pourquoi en fait, pourquoi tu portes ça? Est-ce que les esclaves, tes ancêtres n'ont pas assez porté de chaîne? Donc en fait, un objet pouvait avoir un sens très très différent dans les deux cultures, quoi. Ça c'est la performance que j'ai faite le 10 novembre de la Voilà, et là c'est l'Inde. C'est un sari que ma maman m'a offert et qui a un côté très intéressant, c'est qu'il porte des dessins. Alors normalement c'est un sari plein, mais là il y a des dessins comme s'il renvoyait à quelque chose de comment ça s'appelle, de ce qu'on peut voir en Afrique de l'Ouest, dans la façon d'écrire et d'inscrire. Les épices, le curcuma pour la rue des épices. En fait, c'est au nom de l'indigo, au nom de tout ça, de toutes ces choses qu'il y a eu là. Voilà, et là, c'est un texte écrit, que j'ai écrit en Inde, donc il est en français et en tamoul. Voilà, sur toutes ces couches mémoires que l'on peut porter à l'intérieur de soi. Voilà, et ça c'est un texte que j'ai écrit ici pour dire comment les choses étaient vécues. Donc le vertige de mes entre-deux, le vertige de simplement respirer mes silences, mon silence, un silence d'humus, un silence qui cherche à faire monde. Il est de ces silences qui hurlent la nuit. La nuit n'est pas seulement cet espace de temps que j'opposerai au jour. La nuit est cet ailleurs immatériel où j'ai éternellement rendez-vous. La nuit est le parchemin de mes mémoires, des mémoires vivantes, vivaces. Mes mémoires sont multiples, comme mes entrechocs, comme mes cris, comme mes larmes, comme mes terres, comme mes ancêtres. Au carrefour du multiple, il y a de l'écartèlement, il y a des possibles en gestation. Il y a des non-dits qui se frayent des chemins pour réhabiter le vivant. Je suis vivante, de mes actes de résistance, je suis devenue vivante. C'est là, à cet endroit du vivant, tout simplement là, que je me suis allongée, déposant mes masques joliment empruntés au théâtre, sur la terre rouge, rouge de sang, sang des nerfs phréatiques, gorgée des violences coloniales. J'écoute cette terre à la dérive qui charrie le limon de mon terreau familial. On l'étend rouge et grise de saïgon fertilise les marnes sableuses de feu de chéri, épousant les flux volcaniques de Karukéra, pour prendre racine dans les socles calcaires et argileux du Bordelais. Je hurle, oh oui, j'ai hurlé. J'ai hurlé pour prendre corps, j'ai hurlé pour m'enraciner. J'ai hurlé pour déployer la sève des rhizomes, j'ai hurlé pour appeler mes sœurs. J'ai hurlé pour honorer nos mères, j'ai hurlé pour me mettre debout devant le legs de nos pères. J'ai hurlé pour faire l'humanité. Ce sont des hurlements, ce sont des murmures de l'intime, ce sont des caresses du vivant. Le vertige de mes entre-deux. Ouais, et ensuite ça repart au début. Et là, la performance, donc le public était là et une vidéo était projetée pendant le temps de la performance.